29.01.2026. 4e année, 340e jour depuis l'invasion totale. Bienvenue à tous. Pour le rapport quotidien sur la situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner certains gains territoriaux du côté russe. Nous allons également voir comment les Russes continuent d'améliorer les drones aides russes et ce que l'Ukraine souhaite faire contre cela. Nous voyons aussi des rapports du canal aérien officieux russe, comme sur Fighter Bomber, qui sont très intéressants, ainsi que d'autres éléments. À Vovchansk, les Russes ont complètement conquis l'accès est, c'est l'accès ici en haut, qui relie en quelque sorte la rive nord et la rive sud de la Vovchka, par la ligne en pointillé. Ici, à l'époque, les Ukrainiens ont pu établir une autre voie d'approvisionnement en direction de Vovchansk, c'est-à-dire qu'ils ont pu le faire à ce moment-là. Vous devez vous rappeler un peu en arrière. À ce moment-là, ces 3 ponts ici étaient encore sous contrôle ukrainien. Les Russes se trouvaient en quelque part ici au nord. Les Ukrainiens contrôlèrent en fait toute cette zone ici en bas et pouvaient continuer à approvisionner par cette route et aussi lancer des attaques. Si ces 3 ponts avaient été traités plus défensivement, ils auraient pu exercer plus de pression. Mais les Russes ont pu s'étendre ici. Ils ont presque conquis tout le sud de Vovchansk, ainsi que cet accès important gagné aujourd'hui par la 128e russe. La brigade de fusiliers motorisés de la 44e armée est ici en haut, dans la zone jaune. On le voit clairement lors de l'offensive, comme le signale la 113e. La brigade ukrainienne de défense territoriale affirme avoir repoussé des attaques russes, surtout avec des drones, dans cette zone. Actuellement, ils attaquent donc depuis l'ouest et non depuis le nord. Ils ont maintenant une seconde voie d'attaque grâce à la conquête, qu'ils utiliseront sûrement à l'avenir. Je peux aussi imaginer que les Russes tentent d'avancer vers l'est pour conquérir ces constructions. Ils pourront ainsi profiter de la séparation par la Vovchka. Les drones Shahed, comme la copie russe sous licence, sont généralement simples. La Garand 2, qui ne diffère que sur quelques points importants pour la communication, ressemble beaucoup à la Shahed en tant que drone simple. On leur assigne une cible, on les lance, puis elles agissent au sol ou sont contrôlées. Le fait qu'elles atteignent ou manquent la cible dépend de nombreux facteurs différents. Par exemple, les contre-mesures électroniques, la défense anti-aérienne, les composants ou les compétences des opérateurs de drones. Ici, ils ont donné les coordonnées reçues des renseignements ou des unités sur place, qui peuvent aussi faire 1 ou 2 erreurs. Et là-dessus, les Russes n'ont presque plus aucune influence. Mais avec le temps, nous avons vu qu'ils ajoutaient de plus en plus de pièces spéciales aux Shahed, par exemple des mines, afin qu'ils puissent tuer les équipes de secours lors du crash. Des explosifs supplémentaires pour une seconde détonation, ou bien des dispositifs de brouillage contre les missiles guidés par infrarouge, ainsi que par exemple des leurres lumineux. Des mesures de défense anti-aérienne visent les hélicoptères et avions, comme les Manpads récemment observés. Cela indiquerait que les Russes ont au moins une surveillance optique sur ce drone modifié, comme une caméra avec transmission en direct. Ce phénomène devient fréquent. Des Shaheds avec terminaux Starlink ont aussi été signalés. Nous voyons maintenant un drone Shahed volant très bas pour échapper à la défense aérienne, poursuivi par un hélicoptère ukrainien. Selon la source, celle-ci est télécommandée par un pilote de drone, car elle présentait des schémas de vol inhabituels. Cela présente de grands avantages pour les Russes, car ils peuvent ainsi toucher des cibles mobiles ou diriger précisément le drone Shahed vers une cible, même s'il devait dévier de quelques mètres. Les Ukrainiens développent les Sea-Baby, tandis que les Russes perfectionnent les Shahed. Le drone Gérard 2 qu'ils peuvent maintenant produire en grande quantité, soit environ 800 unités par jour. Ce qui s'inscrit bien dans ce contexte, c'est ce qui suit. Selon le ministre ukrainien de la Défense, le ministère de la Défense travaille conjointement avec SpaceX à ce sujet. Le problème de l'utilisation des terminaux Starlink à Vienne serait d'empêcher techniquement, ou du moins de limiter considérablement, l'abus de la communication par satellite par les systèmes russes sans pilote. C'est ce que disent les Ukrainiens. Mais j'imagine que cela pourrait être difficile, car eux-mêmes équipent aussi leurs drones marins de Starlink et les utilisent également pour des attaques. Des drones marins sont touchés, mais d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus de maisons d'habitation où vivent des civils. Comment ils veulent argumenter là-dessus, et s'ils touchent à un point sensible chez SpaceX, cela reste bien sûr incertain. Un autre soldat russe pingouin a de nouveau été filmé.
Je me demande sérieusement qui leur a donné cette idée. On n'est pas moins visible comme ça que si on mettait un drap blanc ou n'importe quoi d'autre de blanc. La seule différence, c'est qu'ils voient moins bien uniquement devant eux et pas sur les côtés. Et ils ne peuvent pas utiliser leurs bras, ce qui indique qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs armes. On est donc quasiment sans défense face à un drone. On ne fait pas ça pour s'amuser, on le fait parce que quelqu'un a dû convaincre ses soldats que les drones ne pourraient alors pas les repérer, ou quelque chose dans ce genre. Partagez vos astuces en commentaire et abonnez-vous. Près de Sloviansk, un drone kamikaze russe Lancet s'est retrouvé piégé dans un filet de protection. La cible de l'attaque était des véhicules qui circulaient bien derrière leur propre ligne de front. On parle ici d'environ 40 km de la ligne de front. Cependant, le drone a été arrêté par le filet et n'a pas pu atteindre sa cible. Un tel filet est probablement un moyen efficace et peu coûteux pour arrêter certains drones. Face à une Lancet, à la trajectoire rigide et assez légère pour ne pas traverser le filet. Un drone en fibre de verre pourrait partiellement contrer les contre-mesures électroniques et exploiter les failles du filet. Certains estiment qu'il faudrait couvrir toutes les routes de ces filets, mais c'est une tâche difficile et ils ne sont pas présents partout. L'Ukraine a également dû compter sur de nombreux filets de pêche provenant des Pays-Bas qui ont été donnés précisément pour de tels couloirs. De nombreux bénévoles fabriquent aussi ces filets. Comme il semble qu'une production à grande échelle ne soit pas possible, ou du moins pas capable de remplacer les filets actuels en cas d'impact, tout en couvrant d'autres routes en même temps. La chaîne russe Fighter Bomber annonce la perte d'un Su-34 au-dessus de la mer Noire, près des côtes ukrainiennes. Le dernier contact a eu lieu avant sa disparition. On pense qu'il s'agit d'un tir abattu. Côté russe, l'attitude est étonnamment calme, inhabituelle pour Fighter Bomber qui n'a diffusé qu'un poème de pilote. Attendons quelques jours pour voir. Le portail spécialisé ukrainien militar.ni a analysé des documents d'armement russes portant sur l'acquisition de munitions d'artillerie. Ici, on a un aperçu détaillé laissant place à diverses interprétations. Par exemple, les chiffres montrent que la Russie commande aussi beaucoup de munitions en 2024 et 2025, mais avec des priorités différentes. Des centaines de milliers d'obus de 82, 120, 122 et 152 mm ont été commandés, ainsi que beaucoup moins de calibres 203 et 240 mm. Ce qui frappe, c'est la forte hausse des munitions de mortier de 120 mm, alors que les calibres plus lourds restent stables. Cela signifie que la Russie mise de plus en plus sur des systèmes de mortiers flexibles, tandis que l'artillerie très lourde est de plus en plus remplacée par des bombes planantes ou guidées larguées depuis les airs. Il est aussi notable que le déplacement des calibres ne correspond pas aux pertes de canons signalées par les Ukrainiens. Alors que les pertes de systèmes de 122 mm ont augmenté par rapport aux 122, cela ne se reflète guère dans les chiffres d'approvisionnement. Cela signifie que la Russie doit intensivement utiliser ses systèmes actuels, malgré des pertes très élevées au front. Un autre point important à ne pas sous-estimer est que les capacités de production sont désormais largement exploitées. Pour la plupart des calibres, les hausses de 2024 à 2025 sont faibles. L'augmentation réelle ne concerne que les obus de mortier de 120 mm qui continuent de croître. Cela suggère donc que l'industrie de l'armement russe atteint ses limites et ne peut encore croître de manière significative que dans certains domaines spécifiques, car tout est quand même nécessaire sur le front. De plus, on observe une tendance vers des munitions à longue portée. L'artillerie russe reste en retrait du front pour se protéger des contre-attaques ukrainiennes et de la reconnaissance par drone. Merci à tous les abonnés, membres et l'équipe Algo, avec une mention spéciale au lieutenant-colonel Renek, Robert Siller, Dietrich Freddy et Meyer Hofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine mise à jour de la situation.